Bonjour les quatrièmes, nous nous retrouvons pour la suite et la fin de ce cours sur la Révolution française entre 1789 et 1799. Je vais commencer par un résumé des épisodes précédents, à savoir toutes les connaissances que nous avons vues avant les vacances sur l'année 1789. En mai 1789, le roi Louis XVI convoque les États généraux à Versailles. Les États généraux, je vous rappelle que c'est l'assemblée des représentants des trois ordres de la société, la noblesse, le clergé, le tiers-état. Cette assemblée est convoquée par Louis XVI pour l'aider à sortir d'une crise qui comporte de nombreux aspects, un aspect économique et financier, mais aussi un aspect social et même un aspect politique sur lequel Louis XVI n'est pas prêt à réfléchir. Les députés du tiers-état et une partie des députés du clergé demandent, eux, à pouvoir concevoir des solutions et des transformations du royaume sur le plan social. Le roi Louis XVI ne veut parler que d'impôts. C'est pourquoi ces députés se réunissent dans la salle du Jeu de Paume le 20 juin 1789 et vont défier l'autorité du roi en promettant de rester réunis jusqu'à ce qu'ils aient rédigé une constitution pour le royaume. Une constitution, c'est une sorte de grand règlement de loi fondamentale qui organise les pouvoirs au sein du royaume et qui donc viserait à limiter, encadrer le pouvoir absolu du roi. Le roi Louis XVI doit dans un premier temps se résigner, mais il fait monter des troupes étrangères, aux portes de Paris et de Versailles, dans le but d'imposer par la force son propre agenda, son propre déroulement des États généraux. Ce rassemblement de troupes fait peur à la population de Paris, qui décide de se défendre et de s'accaparer des armes et de la poudre, ce qui aboutit le 14 juillet 1789 à un épisode que vous connaissez bien désormais, la prise de la Bastille, cette prison royale où était entreposée la poudre. Cet événement a un grand retentissement dans tout le royaume de France et dans toute l'Europe, puisque un peuple, une population, s'est soudain attaqué à un symbole du roi de la monarchie, signe que le pays ne traverse pas seulement une crise financière, mais bien une crise politique profonde. Et c'est cet événement qui a été jugé fondateur par la suite et qui est devenu la fête nationale. À partir de là, le roi Louis XVI va devoir faire des concessions face à l'Assemblée des députés et les laisser réfléchir à cette fameuse constitution, à cette fameuse révision des grands principes sociaux et politiques du royaume. Cette réflexion, elle se poursuit au cours de l'été 1789 et elle aboutit très vite à deux décisions fondamentales. L'abolition des privilèges dans la nuit du 4 août 1789, alors que les députés ont peur ce qu'on appelait la grande peur dans les campagnes, des émeutes que les paysans animent un peu partout dans le royaume à la fin du mois de juillet, au début du mois d'août 1789. Et puis il y a bien sûr la rédaction du préambule de ce qui va devenir le premier texte, l'introduction de la future constitution, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen français, qui est lue en séance publique le 26 août 1789 et qui fixe un certain nombre de nouveaux principes pour tout homme en France, notamment tout homme né libre et égal à tout autre en droit, pas en nature, mais devant ce qui désormais sera le principal principe directeur de la société, la loi. Alors comment va réagir Louis XVI face à cette redéfinition de son pouvoir absolu et face à cette constitution qui est en train d'être rédigée? Cette constitution, elle est présentée au mois de juin 1791 à Louis XVI, et ça va être le tournant de la Révolution. C'est ce que vous aviez à lire et à regarder à travers les différentes vidéos du Padlet, je vous rappelle, où vous aviez l'ensemble des vidéos qui vous amenaient à comprendre la suite de la Révolution. Et nous en arrivions notamment à l'épisode 12, celui de la fuite du roi. Car en effet, que dit cette constitution? Cette constitution, vous avez ici le schéma de votre livre, elle prévoit de transformer la monarchie absolue, celle dans laquelle le roi était seul décisionnaire, en une monarchie parlementaire. Un parlement, c'est une assemblée, ici l'Assemblée nationale, qui va donc diriger le royaume aux côtés du roi. Cette formule parlementaire, elle existe déjà partout dans d'autres endroits d'Europe, notamment en Angleterre. Voltaire en avait fait la promotion quelques années plus tôt.
On voit ici que les pouvoirs sont relativement équilibrés. Le roi peut bloquer les décisions de l'Assemblée. Il a ce qu'on appelle un droit de veto. Il peut suspendre les lois. Mais s'il est en désaccord avec l'Assemblée nationale peut le mettre en difficulté, et notamment peut le priver d'impôts. Il y a un équilibre des pouvoirs, le pouvoir exécutif détenu par le roi et le pouvoir législatif détenu par l'Assemblée nationale sont condamnés à s'entendre, sauf à ouvrir une crise politique majeure. Le roi Louis XVI refuse cette constitution, il ne veut pas la signer. Et que va-t-il faire alors? Eh bien, il tente de s'enfuir. Il tente d'aller trouver de l'aide auprès de ses voisins qui sont aussi ses cousins. Toutes les monarchies parlementaires, toutes les monarchies d'Europe sont liées par les liens du sang. Ils se marient entre eux très fréquemment et Marie-Antoinette, la femme de Louis XVI, est une héritière du trône d'Autriche. Mais Louis XVI est arrêté, in extremis, non loin de la frontière, par les Français, qui le ramènent de force à Paris, et qui vont l'assigner à résidence dans son palais parisien des Tuileries, un palais qui n'existe plus aujourd'hui, qui siégeait dans l'actuel jardin des Tuileries devant le musée du Louvre. Le roi Louis XVI est donc en incapacité de véritablement gouverner, et l'Assemblée va poursuivre son travail et prendre elle-même les rênes du royaume. Mais évidemment, les monarchies européennes, elles réagissent à ça. En 1791, elles vont très tôt former une coalition qui menace l'Assemblée révolutionnaire française, d'une déclaration de guerre. La Révolution va rentrer en guerre contre toutes les monarchies européennes. Vous aviez cette carte dans votre folio. Et en 1792, l'Assemblée va réagir en décrétant la mobilisation de tous les citoyens. C'est au cours de cet épisode, en avril 1792, qu'est écrit un chant de guerre pour l'armée du Rhin, cette armée qui doit partir affronter le Saint-Empire sur les bords du Rhin, et qui va prendre le nom de Marseillaise. Et vous aviez évidemment la petite vidéo qui vous illustrait tout ça disponible depuis le Padlet. Donc important, un repère important dans les symboles de l'histoire de France. Et puis, vous avez ensuite une série d'événements très importants. Le 10 août 1792, alors que les armées prussiennes, allemandes, arrivent aux portes de Paris et sont prêtes à envahir la capitale, eh bien, les Français se retournent contre ceux qu'ils considèrent désormais comme un traître, le roi Louis XVI, et ils prennent d'assaut le palais des Tuileries, qui n'est plus défendu que par des gardes suisses, et ils vont procéder à l'arrestation de la famille royale et de Louis XVI. La guerre se poursuit, et en 1792, le 20 septembre, les armées révolutionnaires parviennent à repousser l'invasion des Prussiens et des Autrichiens, et ça va être le début de la reconquête. Pour la première fois, une armée composée uniquement de citoyens français, et pas seulement de professionnels de la guerre ou de nobles, parvient à remporter une bataille sans être sous l'autorité d'un roi. Il n'en faut pas plus à l'Assemblée révolutionnaire pour décréter la fin de la monarchie, pour proclamer la République, et donc désormais, Louis XVI n'est plus qu'un citoyen comme un autre, il est Louis Capet, simple citoyen, traître à la nation, il est jugé, il est condamné. Et il est exécuté le 21 janvier 1793, en place publique, sur la place qu'on appelle aujourd'hui la place de la Concorde à Paris. Il n'en reste pas moins que cette jeune république, menée par une assemblée qui se fait désormais appeler la Convention, se retrouve en guerre face à toute l'Europe, toutes les monarchies d'Europe. Comment gagner cette guerre? C'est l'activité à laquelle vous deviez répondre pendant les vacances. Regardons un peu cette activité. Alors, vous deviez rappeler le contexte. En 1792, eh bien, il s'agit de résumer ce que je viens de vous dire ici. L'Assemblée révolutionnaire dirige la France. C'est la correction de la page 45 du folio. L'Assemblée révolutionnaire dirige la France. Après avoir échoué à s'enfuir en juin 1791, le roi Louis XVI est retenu de force au palais des Tuileries à Paris. Les autres monarchies d'Europe, craignant une contagion de la révolution dans leur pays,
cherche à rétablir Louis XVI dans son pouvoir absolu et menace d'attaquer la France. L'Assemblée décide alors de se préparer à défendre la Révolution contre la guerre. C'est la mobilisation, ce qu'on appelle la mobilisation de tous les hommes valides, l'appel aux armes pour tous les citoyens, tel qu'il est clamé à l'époque dans le chant qui est devenu la Marseillaise. Voici donc une carte qui présente la situation politique de la France, situation internationale, géopolitique, on dirait plutôt, de la France entre 1792 et 1794. On voit que la France affronte deux types de menaces, les menaces intérieures et les menaces extérieures. Alors il fallait ici simplement lire la légende de cette carte et recenser les menaces, et peut-être aussi essayer de vous informer par vous-même sur ce que signifiaient ces expressions que je vais maintenant vous expliquer. Alors d'abord les menaces extérieures. La France révolutionnaire est attaquée par toutes les monarchies d'Europe. Vous faisiez le recensement autour de cette carte du Saint-Empire, des Autrichiens, des Italiens, du royaume du Piémont ici, des Espagnols et puis les Anglais qui attaquent sur deux fronts, le front méditerranéen et le front de la Manche au nord. On voit également poindre les Hollandais, qui eux ne sont pas des monarchistes, mais qui comptent bien tirer profit de cette guerre pour récupérer des territoires. Plus difficile, les menaces intérieures. Et oui, la Révolution, elle est contestée à l'intérieur même du pays. Elle est d'abord contestée par des monarchistes qui sont concentrés en Vendée. La révolte vendéenne, c'est une révolte de monarchistes qui tentent de renverser le pouvoir des révolutionnaires. Puis il y a également les fédéralistes, c'est plus compliqué. Les fédéralistes, les foyers fédéralistes sur la carte, ce sont les principales grandes villes de France qui, elles, sont plutôt favorables à la Révolution, mais qui entendent que cette Révolution aboutisse à une fédération, à un ensemble de grandes régions, de petits États, de petites patries, comme sur le modèle qu'on connaît aujourd'hui aux États-Unis. Les États-Unis sont une fédération d'États, de 50 États. Eh bien, les Français à l'époque, les grandes villes françaises entendent créer une fédération d'États dont ces villes seraient la capitale, et gagner ainsi une indépendance vis-à-vis du pouvoir central qui est concentré à Paris dans les mains de l'Assemblée. Et l'Assemblée va leur envoyer les armées révolutionnaires comme elle les envoie aux Prussiens, aux Anglais, aux Autrichiens. C'est ainsi que la France révolutionnaire bascule dans une véritable guerre civile. Donc notez bien cette correction sur votre livret. Pour contrer toutes ces menaces, la force de la République, qui va lui permettre d'affronter, de contenir la pression des armées étrangères et la pression de ces menaces intérieures, elle tient dans ces deux textes que nous vous présentions. Alors, il y avait quelques petites coquilles à rectifier. Il vous manquait ici la source du document 1, décret dit loi des suspects voté par la Convention le 17 septembre 1793. Et puis vous aviez les petites coquilles, il fallait inverser les deux documents par rapport aux questions ici. La question 2 portait sur le document 2, la question 3 sur le document 1. Les deux documents ici, ces deux décrets sont destinés à tous les Français. Le doc 2 concerne la levée en masse. Elle concerne là aussi tous les Français. Le principe de ce texte est bien de nous dire que les jeunes doivent combattre, les pères, les mères de famille qui doivent s'occuper de leur famille restent, mais toutes leurs activités sont dédiées à ce qu'on appellerait l'intendance, c'est-à-dire fournir des armes, du ravitaillement, les linges, les tentes, les uniformes aux soldats. Et puis c'est une mobilisation de toute la population. Les enfants eux-mêmes sont mis à contribution pour collecter des vieux matériaux, notamment le vieux linge. Et puis ceux qui ne peuvent pas combattre et qui ne peuvent plus travailler, eh bien ils doivent quand même se faire les porte-paroles de la République, de la Révolution, faire ce qu'on appelle de la propagande. On a déjà vu ce mot dans l'étude de documents de Jacques-Louis David. Et puis la loi qui déclare désormais que tous les Français sont suspects, elle concerne les opposants à la Convention, les monarchistes et les fédéralistes dont on vient de parler, mais aussi plus généralement tous ceux qui auraient déplu à la Convention, qui en auraient été éloignés, et tous les Français, tous les hommes, toutes les femmes qui n'ont pas exprimé publiquement leur attachement à la Révolution, ils sont alors arrêtés et parfois exécutés. Cette politique, c'est ce qu'on a appelé la terreur, elle est menée par un certain Robespierre. Elle permet effectivement de repousser les invasions extérieures et de contrer les insurrections intérieures, mais la République tourne alors le dos à cette nation rebelle et va finir dans un certain isolement politique. Elle est dirigée par un nombre réduit d'hommes de pouvoir et elle ne parvient pas à enrayer la misère qui grandit dans les villes, les inégalités se renforcent, on est bien loin du rêve révolutionnaire.
C'est alors qu'un certain général Bonaparte va intervenir.